Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, je reçois Chloé Léger. Chloé Léger est une éco-aventurière, une sportive engagée. Grâce à ses nombreux défis sportifs, elle sensibilise les Français et les Françaises à la pollution, au dérèglement climatique, au réchauffement et à tout plein d'autres sujets en lien avec l'écologie. Chloé, c'est avant tout une passionnée, une sportive passionnée qui est persuadée que le sport pourra contribuer à faire bouger les lignes. Nous avons eu l'opportunité d'enregistrer cet épisode en live à la médiathèque de Rumi et je remercie grandement Stéphane pour son invitation. J'espère que cet épisode vous plaira et que vous passerez un excellent moment en notre compagnie. Bonne écoute à vous. Salut Chloé. Salut. Je suis très contente de t'avoir ici au micro. Merci beaucoup de ton temps. Je vais t'inviter, s'il te plaît, à te présenter et ensuite on plongera dans l'épisode du jour et dans notre sujet, à savoir l'eau, l'empreinte eau et les défis sportifs. Mais j'en dis pas plus et je te laisse te présenter. Merci, très contente d'être ici aujourd'hui. Pour me présenter, je suis passionnée de sport, d'endurance et de la nature. Et j'ai réussi à mixer les deux dans les projets que je fais actuellement. Ça fait 4 ans que j'ai monté une association qui s'appelle Swim for Change et donc qui utilise l'aventure sportive pour inspirer et embarquer les gens dans le changement et dans le changement de comportement en parlant des sujets de pollution, surtout autour de l'eau. Exactement, tu me fais une merveilleuse transition, c'est parfait. Puisque toi, donc tu le disais, tu es avant tout sportive, je pense plutôt sportive avant d'être sensibilisée aux questions climatiques. Oui, parce que le sport, pour moi, c'est vraiment venu de mes parents et très jeune âge. J'avais 10 ans, j'étais déjà inscrite à la natation et j'allais courir avec eux tous les dimanches matins dans le parc. Donc déjà très jeune âge. Ouais, c'était vraiment ancré en toi et tu t'es ouverte sur ces questions et ces prises de conscience aussi. Toi, afin de sensibiliser les gens et de leur donner envie de passer à l'action, tu mises tout sur le sport et les défis sportifs. Et je trouve que c'est une approche très originale parce que ça permet de joindre l'utile à l'agréable. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que ça se passe un défi sportif et pourquoi ça permet de sensibiliser les gens ? Comment est-ce que vous procédez quand vous préparez un défi sportif ? Peu importe le défi, puisque tu en as réalisé déjà plusieurs. Alors, nous, quand on se lance dans un nouveau projet, on a toujours 3 choses qu'on cherche. Donc, pour commencer par la partie sportive, on assure que le projet est faisable d'une manière ou d'une autre. Souvent, c'est des défis qui sont assez uniques, assez inédits. Et donc, on doit toujours un peu valider quand même cette faisabilité de est-ce que c'est techniquement possible de faire ça. La deuxième chose, c'est qu'on trouve l'impact qu'on a envie d'avoir et le message clé qu'on a envie de faire passer. Et c'est vraiment un peu comme quand on tombe amoureux de quelqu'un, il y a un petit peu un mariage parfait qui se fait entre le défi et l'impact. Et quand il y a cette petite étincelle et que ça se fit parfaitement, on sait qu'on est tombé sur le bon truc. Un des premiers exemples, c'est quand on a descendu la Seine à la nage. Donc, c'était assez incroyable pour nous en tant que nageurs de se dire on va pouvoir nager dans la Seine.
Et l'impact qu'on voulait avoir, c'était vraiment de parler des mégots de cigarettes, qui était le premier déchet qu'on retrouve dans les océans et qui est jeté souvent dans une ville comme Paris. Et donc de retracer ce trajet du mégot à la nage, c'était vraiment un bon moyen d'illustrer ça pour les gens, donc d'avoir l'impact et le défi sportif qui font un peu cette parfaite union. Et le troisième, bien sûr, c'est qu'il faut, comme tout, financer et trouver des bons partenaires pour les projets. Donc ça, on essaye toujours d'avoir au moins un bon partenaire qui nous dit « Ok, voilà, maintenant c'est bon, on peut se lancer. » Et après, tout ce qu'on va avoir d'autre, ça va être du bonus. Ça va nous permettre d'avoir le plus grande ampleur possible avec le projet. Oui, effectivement, il y a aussi un enjeu de faisabilité pour le projet. Sinon, vous ne pourriez pas passer des semaines, voire des mois à vous entraîner sans avoir derrière un projet qui soit viable, bien évidemment. Et d'ailleurs, pour la Seine, c'était bien avant les Jeux Olympiques et bien avant qu'on en parle autant, que ce soit autant médiatisé de nager dans la Seine, parce que vous, c'était il y a déjà 5 ans, 4 ans ? C'était en 2021. Ouais. 2021. Donc, 3 ans avant les Jeux, je me souviens, nous, on avait tout un protocole. On avait étudié les différentes problématiques dans la Seine. On s'était vaccinés contre la leptospirose. On avait un protocole où on prenait des douches, normalement la bétadine en sortant de l'eau à chaque fois. On avait un tuba aussi pour ne pas ingérer l'eau, parce qu'on a passé une semaine entre Paris et Deauville. Et oui, fallait s'assurer de se protéger, en tout cas, de l'eau. Donc, on avait déjà bien étudié tout ça. Et ça s'est très bien passé aussi. Et ça s'est très bien passé. Je n'ai pas de troisième bras. Tout va bien. Ça s'est très bien passé. Et puis surtout, vous avez récolté, les bénévoles et les participants à ce défi ont récolté des milliers de mégots. On avait donc à Paris, on a organisé une collecte de mégots avec à peu près 1000 bénévoles. On avait 10 points de collecte différents pour séparer les bénévoles un petit peu pour que ce soit bien équilibré dans tout Paris. Et en 3 heures, c'était 855 000 mégots. Donc, c'était assez impressionnant. C'était 2 jauges énormes remplies de mégots. Et ça avait été une très belle réussite d'avoir rassemblé des gens aussi de milieux assez différents pour pouvoir aussi sensibiliser un peu tout le monde à cette problématique. Un déchet qui est là devant nous tous les jours, mais qu'on oublie et qu'on ne voit plus finalement. Oui, on s'y est tristement habitué, malheureusement. Donc ça, c'était votre premier défi sportif. Donc quand je dis votre, c'est avec ton compagnon, enfin ton mari, Mathieu, pour celles et ceux qui peut-être ne le connaissent pas. On a enregistré un épisode ensemble il y a quelques mois, années même maintenant. Donc vous pourrez le retrouver sur Basilic aussi. Là, cette année, vous êtes préparé pour un défi toujours axé autour de la natation, bien évidemment, et des enjeux climatiques, mais vous vous êtes plutôt concentré sur votre région, votre lieu de vie, à savoir Annecy et sur le lac d'Annecy, puisque vous avez réalisé le défi de nager dans le lac d'Annecy. Alors, pendant 24 heures, on y reviendra pour nous sensibiliser et pour sensibiliser les habitants à leur empreinte eau. L'empreinte eau, on en parle beaucoup moins que l'empreinte carbone. C'est très peu médiatisé. Tu vas nous raconter tout ça. Mais avant, peut-être, on peut partir d'abord du défi, si ça te va, et que tu nous racontes un petit peu l'idée, comment vous vous êtes préparé et en quoi ça consistait. Alors le défi, ça s'appelait Nage ton max. Donc l'idée, c'était vraiment de se dépasser et d'inciter aussi les autres à se dépasser. Nous, ça fait quelques années qu'on vit à Annecy. On est très touchés par les problématiques autour de l'eau et surtout autour de ce lac, qui est une vraie preuve de quand les communautés, les citoyens ont envie de réaliser quelque chose et de sauver une partie de l'environnement, c'est possible. Aujourd'hui, le lac d'Annecy, c'est un des lacs les plus propres d'Europe et c'est grâce à ça. Et donc, on s'est dit, on va se lancer le défi de nager 24 heures maximum dans le lac pour parler de l'empreinte eau et l'empreinte qu'on a en une journée, donc en 24 heures. Quand on fait de la natation en eau libre, on n'est bien sûr pas en piscine, on n'a pas des conditions idéales. On doit aussi être susceptible, bien sûr, à la météo et aux conditions du jour. On est tombé sur le 2e week-end de septembre, qui est normalement une très belle météo, mais qui, cette année, était un week-end de très, très froid. Il a fait 4 degrés à Annecy. Et donc, ça a été très compliqué.
pour nous en tout cas, de durer dans ce froid. On avait un maximum de choses qu'on avait mis en place, combinaisons, cagoules, eau chaude, mais au bout de 13 heures, on approchait les risques d'hypothermie, et donc on a pris la décision de sortir et de ne pas continuer. En tout cas, c'était une sacrée aventure déjà sportive et humaine. Nager 13 heures, on a à peu près fait 30 km, qui est presque un tour du lac. Et surtout nager toute la nuit. On a fini à 5 heures du matin. On a nagé toute la nuit dans une nuit noire dans le lac. Ça a été assez incroyable. Vous deviez être les seuls à nager. On était les seuls, oui. Bizarrement, il n'y avait pas grand monde sur le lac et on voyait pas grand-chose. Moi, j'ai beaucoup nagé de nuit dans un peu toutes les aventures qu'on a fait, mais c'est la première fois où la nuit était vraiment noire. Et donc, je ne voyais absolument rien. Oui, c'est sûr que c'est très différent de quand tu as nagé dans la Seine, par exemple, parce que finalement, tu es toujours en bordure d'un fleuve, sur la rive, il y a de la lumière. C'est pas du tout pareil. Ici, selon les endroits, vous pouvez vous retrouver effectivement dans une nuit noire. Une nuit noire. Et vous étiez quand même suivi, alors pour que les auditeurs et auditrices ne paniquent pas, vous étiez quand même suivi par des kayakistes bénévoles qui étaient là non seulement pour vous encourager, mais aussi vous ravitailler, vérifier que vous alliez bien. Voilà, c'est pas que les gens ne se lancent pas dans une aventure comme ça sans précaution. Il y avait tout un dispositif de sécurité autour de nous. On avait même un bateau qui était disponible pendant les 24 heures à tout moment, qui pouvait être là en 5 minutes s'il y avait besoin de sortir quelqu'un de l'eau. Et moi, les kayakistes, en fait, me posaient des questions toutes les 30 minutes. Et c'est comme ça qu'on teste l'hypothermie. Et c'était des questions très basiques sur comment je m'appelle, quel jour on est aujourd'hui, qui est notre président de la République. Voilà. Et il fallait répondre rapidement. Et si les réponses sont lentes, c'est qu'il commence à avoir un petit problème. Ouais, donc ils pouvaient être là pour vérifier cela. Et puis, ils vous ont aussi nourri quand même. Bien sûr. Parce que vous avez quand même mangé en 13 heures, heureusement. Et bu. Donc, ils étaient là aussi en ravito, quoi. Exactement. Sur à peu près les 13 heures, j'ai calculé, je brûle à peu près entre 7 et 8 000 calories. Donc c'est très compliqué de manger autant, bien sûr, qu'on brûle, surtout quand on nage parce qu'on est à l'horizontale et donc la digestion est bien plus lente. Mais par exemple, moi j'avais du houmous en petit pot de compote que j'avais fait moi-même. Et le houmous, c'est un super ingrédient déjà pour l'empreinte eau et on en parlera. Et c'est parfait pour se donner plein d'énergie et manger quelque chose de salé aussi pendant l'effort. Ouais, donc ça t'a bien reboosté. Mathieu, lui, il avait un risotto, je crois, non? Oui, on a un petit risotto au bout du lac qui fait du bien, un petit chaud et finalement un vrai plat aussi pour se donner de l'énergie pour continuer et affronter la nuit. Tu m'étonnes. Et donc, tu le disais, il y a toute une phase préparatoire, on y reviendra, mais il y a aussi la réflexion de comment est-ce qu'on va sensibiliser les gens à l'empreinte eau, quel message est-ce qu'on va faire passer. Donc, tu le disais, vous vous appuyez sur trois piliers fondamentaux quand vous pensez une aventure. Pourquoi l'empreinte eau et qu'est-ce que c'est que l'empreinte eau ? L'empreinte eau, pour nous, c'est venu il y a quelques années en rencontrant des hydrologues. On a vraiment pris conscience de cette problématique. On parlait beaucoup de l'empreinte carbone, mais j'avais jamais entendu parler de l'empreinte eau. J'avais conscience qu'on avait des problèmes sur l'eau, surtout l'été. On voit que le niveau du lac d'Annecy baisse, qu'il y a des petites problématiques. Et j'avais jamais réalisé que c'était pas juste l'eau qui sortait de mon robinet, l'eau que j'utilise dans ma douche, mais c'était mon empreinte eau qui est liée à toute ma consommation, alimentation, transport, énergie, tout ça, en fait, a une empreinte eau derrière. Et donc, quand on parle d'empreinte eau, on parle des 150 litres qui sont l'eau réelle qu'on utilise dans la journée et les 4000 litres à peu près qui est l'eau virtuelle qui est liée à tout ça. L'alimentation, notre consommation. Et d'avoir pris conscience de ça, je me suis dit, il faut vraiment qu'on amène ce sujet aux gens et qu'on explique et qu'ils puissent prendre conscience. La première manière de le faire, c'est déjà de calculer son empreinte eau. Et c'est là où on a pu échanger et travailler avec l'ADEME sur un calculateur empreinte eau. Donc, c'est ce calculateur carbone qu'on connaît de nos gestes climat qui marche très bien, où maintenant, il y a une fonctionnalité qui est rajoutée qui donne aussi son empreinte eau. Donc, moi, par exemple, c'est 3900 litres d'eau. C'est ce que je consomme en une journée. En majorité, bien sûr, l'alimentation, même si je suis principalement végétarienne et même végétalienne, c'est quand même une majorité qui est l'alimentation.
Et c'est en pouvant déjà faire cette démarche de comprendre son empreinte eau, pouvoir commencer à trouver les bonnes clés pour petit à petit réduire son impact. Donc, il y a différents paramètres à prendre en compte. D'ailleurs, j'invite les auditeurs et auditrices à réaliser ce petit test. Je le mettrai dans la barre de description de l'épisode si ça les intéresse. Mais il y a différentes choses à prendre en compte. Tu le disais, bien évidemment, l'alimentation. Il y a aussi, et comme pour tout sujet, en fait, c'est complexe. C'est des enjeux qui sont globaux. Donc, il va y avoir aussi le textile. Il va y avoir plein de choses, en fait, les médicaments. Enfin, bon, il y a 1001 possibilités et raisons pour lesquelles on consomme autant d'eau. En matière d'alimentation, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les grandes lignes fondamentales à avoir en tête quand on veut essayer de faire attention à notre empreinte eau dans notre assiette? Alors, dans notre assiette, la première chose, c'est la viande. Un chiffre qu'on connaît tous, c'est qu'un kilo de bœuf, c'est 15 000 litres d'eau. Donc, la viande, c'est vraiment... La viande et le fromage aussi, hein, c'est vraiment les gros postes d'eau et de notre consommation d'eau. Et donc, d'essayer de réduire un maximum le nombre de repas viande dans la semaine, déjà, réduit énormément son empreinte eau. Et après, c'est des choses comme... alors, moi, je suis la première fan, donc c'est compliqué de dire ça, mais le chocolat, le café, c'est des produits exotiques qui demandent beaucoup, beaucoup d'eau aussi pour pousser. Donc, essayer de réduire ces ingrédients-là dans notre quotidien. Vous êtes tous les deux sportives. Vous vous êtes préparés à ce défi sans manger de viande ou très peu? Alors moi, ça fait 10 ans que je suis végétarienne. Donc oui, et c'était même un choix pour moi quand je suis devenue végétarienne de le faire pour ma performance sportive. Donc j'ai vraiment vu une meilleure performance sportive grâce à ce régime-là. Après, nous, on a testé un autre régime pendant cette préparation qui était un régime cétogène qui est vraiment un régime pour réduire le sucre et les glucides, qui permet à son corps d'aller puiser dans les graisses. Et quand on fait un défi sur aussi long terme, en fait, à un moment, de toute façon, au bout de quelques heures d'effort, notre corps, il n'a plus assez de glucides, de stock de glucides. Le plat de pâtes de la veille, il n'y en a plus. Et donc, il va devoir aller puiser dans les graisses et c'est habituer son corps à faire ce switch-là. Ça, c'est vraiment pour les gens qui essayent de faire vraiment de l'endurance et sur du long terme. Mais réduire le sucre, déjà, c'est aussi assez bien pour la santé de base. C'est vrai. Régime cétogène, en étant végétarien, ça donne quoi ? Ça donne... C'est un beau challenge, voilà. Ça donne des assiettes bizarres. En fait, c'est hyper intéressant. Donc déjà, c'est quelque chose qu'on fait sur un court terme. On l'a fait sur 2 mois. C'est pas du tout un régime. En tout cas, il faut être vachement suivi si on veut le faire sur du long terme parce que il y a des carences. Les aliments, il y a trop peu d'aliments qu'on peut manger. Donc, c'est pas spécialement safe de le faire sur du long terme. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on dit qu'un humain a 7 recettes en tête. Et donc d'essayer de faire des régimes comme ça, de se challenger sur un mois, par exemple là, de se challenger sur un mois d'être végétarien ou un mois sans sucre, des choses comme ça permet de changer sa manière de penser, d'imaginer des nouvelles recettes et après ça devient des habitudes et donc en fait on trouve des nouvelles recettes. Par exemple avec le brocoli, j'ai trouvé plein de nouvelles recettes en faisant des soupes de brocoli avec du lait de coco, des choses comme ça et ça permet d'avoir un peu plus de diversité dans son alimentation. Oui, ça nourrit aussi notre créativité quand il s'agit de passer au fourneau, ce qui n'est pas toujours facile. Et je te rejoins, j'avais lu aussi cette statistique, ce chiffre en tout cas de 7 recettes. Et sur le coup, je me suis dit, mais non, pas possible. Et en fait, quand j'y repensais, je me disais, peut-être. Peut-être que si. En fait. Peut-être qu'il y a 7 recettes principales dans mon alimentation, mais c'est une très bonne idée. Et évidemment, mais bon, comme pour tout régime alimentaire, il faut être encadré par un professionnel. C'était votre cas, vous vous êtes pas lancé dans l'aventure en vous improvisant diététicien ou professionnel de santé, ça va de soi. Et donc, cette empreinte eau, tu nous disais qu'on peut la calculer. Vous, votre ambition avec ce défi, c'était de sensibiliser les gens. Est-ce que c'était aussi de leur transmettre
des ressources, des solutions, des idées, des astuces. Comment est-ce que vous y êtes pris pour toute la communication aussi autour de ce projet, qui était quand même un projet d'envergure? Projet d'envergure, c'est sûr. Moi, ce défi-là, je voulais vraiment y rentrer par la connexion à l'eau. En fait, quand on parle aux hydrologues et qu'on leur demande, voilà, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais avec demain sur la thématique de l'eau? Et la première chose qui revient, c'est toujours reconnecter les gens à l'eau. Aujourd'hui, on a l'habitude, voilà, on ouvre le robinet, il y a de l'eau qui coule, mais on a perdu un peu cette connexion, cette compréhension de d'où vient l'eau, pourquoi elle est là, quel va être mon impact sur l'eau. Et avant de commencer pour mettre des choses en place, pour changer les comportements, faut réussir à reconnecter les gens à l'eau. Et en créant cette connexion, c'est là où on peut après venir avec, voilà un peu aujourd'hui les apprentissages, voilà un peu comment tu pourrais changer tes comportements pour essayer de réduire ton empreinte eau. Voici aussi les conséquences de tes comportements, parce qu'on en a moins parlé, mais il y a aussi une pollution. Avec notre consommation. Et en fait, même si on se dit qu'on a un cycle de l'eau et que techniquement on a toujours autant d'eau dans notre cycle, comme nous on pollue avec par exemple l'industrie de la viande, avec l'industrie de la cosmétique, avec toutes ces industries-là, on pollue aussi l'eau. Et donc l'eau polluée, elle ne pourrait pas revenir, on ne pourra pas l'utiliser de la même manière. Donc il y a toutes ces petites choses-là. Il y a aussi même pour moi un troisième axe, c'est vraiment le partage de cette ressource. Et donc, je pense que c'est d'abord à travers cette connexion à l'eau qu'on peut après commencer à décliner ces autres messages pour que chacun puisse prendre conscience que l'eau, de toute façon, ça va être un sujet là primordial dans les années à venir. On va devoir faire des choix, avoir des réels changements dans notre quotidien et aussi dans notre société pour garantir de pouvoir encore avoir une bonne utilisation de cette ressource. De toute façon, on ne peut pas survivre sans l'eau. C'est 3 jours sans eau pour un humain, donc on ne peut pas survivre sans eau. Et il faut commencer, et c'est grâce, je trouve, à des aventures comme ça qui vont plutôt qu'avec le côté inspiration, qui arrivent à amener le sujet d'une manière un peu plus positive et qui après met des petites graines pour que chacun puisse être curieux, aller apprendre, essayer de faire changer ses comportements au quotidien. J'aime beaucoup ce message de reconnexion à l'eau, et puis on le constate ces dernières années, ça fait plusieurs étés caniculaires que l'eau est coupée dans certaines régions à certaines heures. Alors certes, c'est temporaire, mais je pense quand même que ça doit faire très drôle quand on ouvre le robinet et qu'il n'y a pas d'eau qui coule, ne serait-ce qu'un tout petit filet. Je pense qu'on prend conscience différemment des choses, et on le sait, une fois qu'on y est confronté, on mesure réellement l'importance de cette ressource. Donc je nous souhaite de ne pas en arriver là et de pouvoir réagir avant, mais pour ça il faut effectivement se mobiliser. Vous d'ailleurs, à bord de vos kayaks, me semble-t-il, vous pouviez filtrer l'eau, non? Exactement. En fait, en faisant le calcul, sur les 13 heures de natation, on devait avoir pratiquement 10 litres d'eau par personne, plus énorme. Le kayakiste. Donc c'était beaucoup trop d'essayer d'avoir des gourdes et des gourdes sur le kayak. Et en fait, on a un filtre à eau qu'on utilise dans les aventures, et donc on avait juste une gourde et un filtre à eau, et comme ça le kayakiste, quand la gourde était vide, il remplissait l'eau avec le filtre à eau, et comme ça on avait une superbe eau à boire, et c'était vraiment le circuit le plus court parce qu'en plus bien sûr on fait pipi dans la combi, c'est une bonne manière de se réchauffer, et donc c'était vraiment le cycle le plus court de filtre à eau, gourde, je bois, je refais pipi, voilà. C'est bon. Et c'est un filtre qui se présente comment que tu suspends? Comment ça se présente? C'est un peu comme une pompe. C'est une mini pompe, il y a un petit tuyau qui en sort, et le tuyau il va juste dans l'eau il aspire l'eau. Donc c'est tout petit, ça fait même pas la taille d'une gourde. Ah oui. Et donc il y a une petite manette qui fait un peu pompe, et après l'eau qui est sale ressort aussi, enfin sale qui en tout cas n'est pas passé le filtre, ressort aussi et retourne dans le lac. Hyper simple. Tout simple. Mais c'était la bonne idée, effectivement, pour limiter, puis pour être hyper cohérent aussi dans les messages que vous vouliez faire passer. Tu le disais tout à l'heure, il y a différents aspects. Il y a aussi l'aspect pollution de l'eau. Mm-hmm. Donc, évidemment, on en a conscience, on pollue l'eau via notre alimentation, notamment avec l'élevage bovin, mais pas que. Mais on pollue aussi l'eau, nous, au quotidien, sans forcément s'en rendre compte.
à différents niveaux dans la maison. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se matérialise cette pollution et à quel moment on pollue alors qu'on n'en a pas du tout conscience ? Alors, il y a plein de choses. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez important parce que c'est une pollution qui est assez majeure dans les océans. C'est les microplastiques et c'est celles qui proviennent de nos habits et donc de notre machine à laver. Aujourd'hui, la plupart des habits qu'on porte sont fabriqués à partir de différents types de plastiques et en fait, à chaque lavage, il y a tous ces petits microplastiques qui partent et qu'on retrouve après dans les océans. Je pense que si je me trompe pas, ça doit être 35% de la pollution plastique des océans, ça vient de nos machines. Et donc, il y a des trucs tout simples comme avoir ou des filtres qu'on peut mettre sur notre machine à laver qui filtre cette eau et donc qui retient les microplastiques avant de renvoyer l'eau, ou même juste des filets et on met tous nos habits dans ce filet-là. Comme ça, on peut récolter un peu ces petits bouts de microplastiques et les jeter à la poubelle plutôt qu'ils partent dans l'eau. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de tout simple et je pense qu'il y a peu de gens qui ont conscience de ça. Et ça fait une énorme différence après sur les océans et sur après tous ces petits bouts qui en fait passent tous les filtres et on n'arrive pas à les retirer avant qu'ils finissent dans l'océan. Oui, qui entraîne derrière une pollution énorme de l'océan, mais aussi pour le monde vivant qui vit dans l'océan, bien évidemment. Alors, tu as de multiples casquettes, on en a parlé, mais l'une de tes casquettes, c'est aussi de travailler sur la prospective et un petit peu sur l'avenir du domaine du sport, qui est un domaine que tu connais bien et que tu affectionnes particulièrement. Et tu essaies, pas toute seule évidemment, avec d'autres têtes pensantes, de réfléchir à ces sujets et d'essayer de se projeter en se disant, mais à quoi ça va ressembler le sport dans quelques années ? À quoi ça va ressembler dans un monde à plus 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, etc. Est-ce que tu peux nous raconter ce travail et pourquoi tu t'y intéresses ? En fait, avec bien sûr ces aventures sportives, on a côtoyé pas mal de sportifs de haut niveau et tous un peu nous regardent et nous disent moi aussi j'aimerais bien sûr avoir un impact, j'aimerais être cohérent, j'aimerais pouvoir parler de ces sujets-là. Les sportifs sont parmi les personnes les plus influentes aujourd'hui dans notre société, mais bien sûr ils se retrouvent dans une situation, surtout si tu es sportif de haut niveau aujourd'hui, avec des compétitions internationales, avec des fédérations, c'est un peu compliqué d'avoir en tout cas un quotidien exemplaire. Et avec ces conversations, on s'est dit, faut vraiment qu'on sorte un peu des contraintes aujourd'hui, qu'on fasse la prospection long terme qui permette de se dire, on ne pense pas à aujourd'hui, demain, qu'est-ce qu'il faut mettre en place l'année prochaine. On enlève un petit peu toutes ces contraintes-là. On pense long terme et donc on s'est basé sur les scénarios de l'ADEME de 2050, qui sont 4 scénarios différents du low-tech au high-tech possible pour l'avenir. Et on a demandé à 48 athlètes de haut niveau, de tout type, de réfléchir avec nous à quoi pourraient ressembler les Jeux en 2048. Ce serait l'année des Jeux Olympiques comme on a vécu cet été avec Paris 2024. Et ça a permis à ces athlètes déjà de eux déjà un peu se dire, j'ai plus de contraintes parce que aussi la plupart d'eux se disent je serai même peut-être pas moi athlète en 2048, donc ça vraiment ils avaient zéro contrainte, il n'y a pas de règles, juste on réfléchit à l'avenir des Jeux et on a sorti 4 scénarios qui sont en phase avec les 4 scénarios de l'ADEME sur à quoi ressemblerait le sport dans un monde low-tech, dans un monde high-tech et dans les 2 autres scénarios. Et je trouve ça absolument fabuleux aussi de travailler avec ces sportives, de les impliquer et cette volonté de dire tout est possible, vous pouvez tout imaginer, ne vous bridez pas, laissez libre cours à votre imagination, à votre créativité. Et c'est comme ça, j'imagine, qu'on fait émerger de très belles idées, de très belles réflexions aussi. Comment est-ce que vous allez travailler avec toutes ces ressources ? Qu'est-ce que vous prévoyez ? Donc aujourd'hui, les ateliers ont eu lieu en début d'année. Donc il y a toute la matière qui a été récoltée de ces athlètes. Il y a une écrivaine qui a travaillé pour sortir 4 histoires. Et donc, on suit à chaque fois un récit d'une histoire d'un athlète dans ce scénario. Il y a aussi un illustrateur qui a travaillé pour illustrer ses propos. Et maintenant, on est en train de travailler un peu avec
les experts, on va dire, de chaque domaine du sport, donc à la fois des marques dans le sport, les événements, les fédérations, pour s'assurer que ces scénarios sont réalistes, un peu rajouter de la crédibilité à ces scénarios avant de les partager au public, et aussi comprendre un petit peu qu'est-ce que les gens préfèrent. Et je trouve que c'est hyper intéressant de montrer les 4 scénarios, parce que moi, quand je les vois, et avec ce projet, je me suis vraiment dit, en fait, on a le choix de notre avenir. Tout est possible. Et pour tout, en fait, et le sport, c'est juste une manière d'illustrer plein de choses, l'alimentation, le transport, comment on va vivre ensemble. Mais en fait, ces 4 scénarios montrent que ces 4 avenirs sont possibles aujourd'hui, et il n'y a plus qu'à nous de choisir et après de se dire ok, si on a envie d'aller dans cette direction, commençons avec ça et mettons ces choses en place pour qu'en 2048, 2050, on sera à cette phase-là. Génial, ça donne envie et je me réjouis déjà de lire ces travaux parce que je pense que ce sera très inspirant et j'ai une grande curiosité envers ce projet. Chloé, avant qu'on se quitte, est-ce que tu nous prépares un nouveau défi sportif pour les années à venir ? On est en train de préparer un nouveau défi avec Mathieu. Je peux vraiment pas en parler encore, mais en tout cas, on va rester sur ces sujets de l'eau et surtout, on va se concentrer sur l'océan. Et donc, je laisse ça là et on en parlera. Toutes les suppositions pourront être faites. Je vous invite, chers auditeurs et auditrices, à nous partager vos suppositions. Merci beaucoup, Chloé, pour ce moment. C'était très chouette d'échanger avec toi. Je laisse bien évidemment dans la barre de description toutes les informations à ton sujet, mais aussi le calculateur pour calculer notre empreinte eau. Tant qu'à faire, on calcule l'empreinte carbone et l'empreinte eau, comme ça. En plus, on arrive à la fin de l'année, c'est le bon moment de le faire. Exactement. Et de l'envoyer à sa famille aussi, comme ça à Noël, on se partage tous notre empreinte eau de l'année. Voilà, et sans jugement, on peut tous en discuter et réfléchir ensemble. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.